Merci d'être avec nous. Arrêt sur Info, c'est l'une des infos de ces derniers jours sur laquelle nous revenons en 3 dates pour la décrypter et mieux la comprendre. 9 années d'engagement qui désormais sont de l'histoire ancienne. Serval puis Barkhane, c'est terminé. La France et ses partenaires européens partent du Mali. Quel bilan, la nouvelle donne et surtout quel avenir et pour le Mali et pour la France au Sahel. C'est aujourd'hui le thème d'Arrêt sur Info. Nos invités aujourd'hui, Michel Galli, bonjour. Vous êtes politologue, professeur de géopolitique, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, auteur du livre La guerre au Mali, paru aux éditions La Découverte, c'était en 2013. Niagale Bagayoko, bonjour, merci également d'être avec nous. Vous êtes politiste, présidente de l'African Security Sector Network et général. Jérôme Pellistrandi, bonjour à vous également. Et merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Pour comprendre ce dont nous allons parler, l'annonce faite avant-hier par Emmanuel Macron, on va remonter jusqu'au 31 janvier, il y a 3 semaines. On sent à ce moment-là que c'est irrémédiable, la présence militaire française au Mali va devoir s'interrompre. Les relations entre les deux États se sont beaucoup trop dégradées. On le comprend en regardant cet extrait de la télévision malienne. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, et ces propos dénoncés sont donc ceux de Jean-Yves Le Drian qui a qualifié la junte militaire au pouvoir d'illégitime et d'irresponsable. Michel Galli, ce départ de l'ambassadeur français du Mali, c'est clairement le clap de fin d'une quasi-décennie de présence militaire française ou pas ? Oui, c'est pour le moins inhabituel, tant le geste que le délai de 72 heures. Bon, c'est arrivé d'autres fois, y compris au Mali il y a fort longtemps. Mais c'est un signe, en diplomatie, tout est signe. Je dirais que les torts sont un peu partagés parce qu'on assiste à une escalade verbale des deux côtés, notamment des ministres Florence Parly ou Le Drian, et du côté de Choguel Maïga, le Premier ministre, et d'autres intervenants du côté Mali. Et ça ne s'arrête pas, comme si on cherchait presque un casus belli, une occasion de conflit. Niagale Bagayoko, les Français partent donc à la demande du Mali. Ils sont aussi, pour le rappeler, arrivés en 2013 à la demande du Mali. Alors aujourd'hui, les Français ne partent pas à la demande du Mali. C'est toute l'ambiguïté de la situation actuelle. Ah bon. C'est-à-dire que les Maliens ont poussé les autorités françaises à partir, mais il n'y a pas eu une demande formelle de retrait. Sauf pour l'ambassadeur, oui. Sauf de l'ambassadeur, ah oui, mais ça fait partie en effet des pratiques diplomatiques. Mais c'est vrai que la montée des tensions qui se sont accumulées depuis 6 mois ont poussé la France à réaliser qu'il n'était plus possible de déconnecter sa présence militaire sur le terrain, d'un point de vue opérationnel, du contexte politico-diplomatique tellement dégradé. Mais en 2013, donc, c'est quand François Hollande décide de s'engager, c'est à la suite d'un appel à l'aide, on peut qualifier ça comme ça ? Tout à fait, émis par les autorités de transition de l'époque, puisqu'il faut rappeler qu'un coup d'État, d'ores et déjà, était intervenu en mars 2012 et que la CEDEAO déjà avait réussi à ce que des autorités civiles se mettent en place. Et c'est le président de cette transition d'alors, Diankounda Traoré, qui a formulé un appel auprès de la France face à la progression des groupes djihadistes et rebelles touaregs. Jérôme Pellistrandi, à ce moment-là, quand François Hollande décide de s'engager, quelle est la situation sur place ? Il y a donc une forte déstabilisation militaire avec des groupes puissamment armés qui descendent du nord. Et donc, des groupes Touareg. Voilà, alors, Touareg venant de Libye, faisant le djihad, avec un objectif politique qui était la prise de Bamako. Donc, il y avait véritablement un vrai risque pour l'avenir du Mali. Et donc, avec des forces armées maliennes qui n'étaient pas en mesure de contrer cette offensive. Donc, l'action française a été déterminante pour stopper cette progression vers la capitale malienne. On peut affirmer que si la France n'était pas intervenue, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, le Mali ne serait peut-être pas aujourd'hui ce qu'il l'est. Alors, il serait différent. On aurait eu donc l'arrivée de groupes
avec des revendications politiques djihadistes, en plus au sein d'une population à Bamako qui n'est pas celle du Nord. Et donc, on aurait eu un éclatement du Mali et l'instauration d'un régime très différent et qui aurait posé un vrai problème pour la stabilité de l'ensemble de la région. Quand François Hollande donc se lance, il va rapidement au Mali. Il est accueilli à ce moment-là presque en héros. C'est une nièce populaire, Michel Galli. Il parle même du plus beau jour de sa vie politique. François Hollande, ça contraste avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça veut dire quand même qu'au début, c'est perçu peut-être comme une réussite. Oui, alors quand les images de Gao où il y avait une nièce populaire, effectivement, c'était une ville qui était menacée, comme on vient de le dire, par la descente des djihadistes de Tombouctou vers Gao, puis la capitale. Alors, je mettrai un petit bémol parce que le président par intérim Nkounda Traoré s'est vu en quelque sorte dicter par Paris un appel. C'était juste une feuille de papier assez sommaire et qui ne couvrait pas l'intervention. Je rappelle qu'il n'y avait pas de base militaire à l'époque française au Mali. Donc la légitimité de l'intervention, disons, sur le plan juridique est faible. Sur le plan politique et militaire, effectivement. Ça a été un moment d'effervescence joyeuse, l'épisode que vous avez rappelé. Maintenant, 9 ans après, c'est exactement l'inverse. Vous voyez être d'accord sur le côté réussite des premiers mois ou peut-être des premières années En fait, il y a eu 2 opérations distinctes. Cette première intervention française était faite dans le cadre de l'opération Serval, dont les objectifs étaient opérationnellement très clairs. Il s'agissait de stopper la progression de ces groupes vers le sud et de reconquérir les villes qu'ils avaient réussi à conquérir dans le nord du Mali. Par la suite, il a été décidé d'étendre le mandat de cette première mission à travers l'opération Barkhane, qui, contrairement à l'opération Serval, couvre 5 plus pays. La région, c'est ça. Exactement. Et c'est là que les objectifs poursuivis ont eu tendance à se diluer et à être beaucoup moins clairs que précédemment. Et alors, c'était quoi les objectifs ? C'était le retour d'un État fort, d'une armée forte ? Les objectifs étaient au nombre de 3. Tout d'abord, combattre le terrorisme, ce qui est un objectif extrêmement vague. Puisque peut-être sans fin. Exactement, dont il est difficile de mesurer la réussite sur le long terme. Le deuxième était de favoriser la montée en puissance des armées sahéliennes. Et le troisième était effectivement de restaurer l'autorité de l'État dans ces zones. On ne peut pas considérer qu'aucun de ces objectifs a pu être atteint pleinement dans la mesure où les armées sahéliennes sont toujours en difficulté pour faire face seules à l'ennemi. D'autre part, on s'aperçoit que le retour de l'État était un objectif périlleux également parce que de quel objectif s'agissait-il ? L'État, dans ces pays-là, est plutôt perçu comme prédateur que comme protecteur. Donc, son retour n'était pas nécessairement une solution attendue par certaines populations. Alors, sous une forme différente. En tout cas, sous une forme différente. Pour l'objectif, Jérôme Pellistrandi, de reformer une armée forte, dans quel état elle est aujourd'hui, cette armée ? Alors, malienne, on peut aussi parler des armées sahéliennes globalement, mais malienne. Il faut parler de l'ensemble des armées. Il y a un très gros effort qui a été fait à travers Barkhane et n'oublions pas l'opération EUTM pilotée par l'Union européenne de formation. Bon, la difficulté là-dedans, c'est d'une part de reconstituer des forces armées, de les entraîner et puis d'avoir des objectifs qui soient clairs. Et l'une des difficultés auxquelles nous avons été confrontés, c'est dans la pratique sur le terrain et notamment sur le comportement. Ça, c'est aussi quelque chose qui pose un vrai problème. C'est-à-dire que l'objectif, comme vous le soulignez, c'est de rétablir un état de droit. Et les armées doivent se comporter pour contribuer à cette reconstitution. Et là, on peut dire que les objectifs n'ont pas été atteints. Pourquoi, Michel Galli, la France intervient à l'époque ? Est-ce que c'est parce que elle se sent menacée par ce qui se passe au Sahel ? Est-ce que c'est parce qu'elle a des intérêts autres ? Oui, Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une relation peut-être privilégiée avec le Mali, historique ? Non, pas forcément avec le Mali. À mon sens, c'est un ensemble géopolitique qu'on défend à l'époque
parce que, ça a été rappelé assez récemment, ce qui est stratégique pour l'économie française, c'est plutôt paradoxalement le Niger. C'est l'uranium d'Arlit, et quoi qu'il en soit, des fantasmes sur les réseaux sociaux, c'est pas la richesse en or du Mali ou c'est pas des métaux rares récemment découverts que l'on guettait, que l'on guignait en quelque sorte. C'est plutôt d'empêcher la décomposition d'un État sahélien et la conquête, non pas par les terroristes, comme on l'a dit, ça au fond ça ne veut rien dire. Même Obama l'avait dit à l'époque, on ne combat pas un état d'esprit ou une idéologie, mais des djihadistes et des groupes djihadistes combattants. Et est-ce que, Jérôme Pellistrandi, la France est influente aujourd'hui, parce que ça peut aussi répondre à la question que je vous posais, est influente à l'ONU par sa présence en Afrique? Alors, c'est aussi la problématique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il est clair que, et c'était l'un des objectifs plus ou moins atteints de la France, de montrer que le rétablissement d'une sécurité au Sahel était indispensable, non seulement pour la région, mais pour la stabilité, et en particulier, ne l'oublions pas, pour l'Europe, avec la problématique des flux migratoires, ainsi de suite. Donc, cette action, la France a eu au départ du mal à persuader ses partenaires. Et c'était toute la difficulté de la montée en puissance, soit de l'opération européenne EUTM Mali, soit de Takuba, pour dire à nos partenaires européens, votre sécurité, elle est aussi au Sahel. Voilà. Est-ce que la France aurait pu partir plus tôt ? La France aurait pu et aurait certainement dû partir plus tôt parce que cette difficulté à saisir tout d'abord la complexité du contexte local, a, à mon avis, beaucoup pesé sur les résultats qu'on voit aujourd'hui. Et d'autre part, la difficulté... Le contexte d'il y a 9 ans ou le contexte évolutif ? Le contexte extrêmement évolutif. La France ne s'est pas seulement heurtée à la difficulté de réduire ces fameux groupes armés terroristes. La problématique du nord du Mali, avec ces groupes armés rebelles touaregs qui ne sont absolument pas djihadistes, a aussi beaucoup pesé. Et quand aujourd'hui on entend dans le discours des autorités de Bamako dire que la France a armé des terroristes, ce qui est bien entendu faux, ils font référence à ces rebelles touaregs qui aujourd'hui font partie des grandes préoccupations de Bamako. La perte de Kidal, auquel les forces armées françaises ont interdit l'armée malienne d'accéder en 2013, fait partie du contentieux extrêmement lourd entre les deux États qui ne remonte pas à la prise de pouvoir par la junte actuelle, qui remonte à une dizaine d'années en réalité. Bon, en tout cas, en 9 ans, ces relations n'ont cessé de se dégrader. Comment en est-on arrivé là ? On poursuit notre décryptage dans une minute, notamment pour parler du point d'arrivée, le choix fait par le Mali de ne plus se protéger avec la France, mais avec un groupe privé de mercenaires russes, le groupe Wagner. Le 7 février, quand Vladimir Poutine, aux côtés d'Emmanuel Macron, est interrogé sur ce point. Il n'a pas l'air d'être au courant de grand-chose. Écoutez. En ce qui concerne le Mali, Monsieur le Président m'a posé plusieurs fois cette question. Il connaît notre position. La Fédération russe n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Général Jérôme Pellistrandi, qu'est-ce que ce groupe Wagner ? Alors d'abord, c'est de la très belle langue de bois, quasiment stalinienne. On l'avait compris. Bon, le groupe Wagner, c'est donc une entreprise militaire privée, des mercenaires russes, qui ont déjà été déployés en Syrie, en République centrafricaine, et qui sont le bras armé, on va dire peut-être le bras armé gauche de Moscou. Non officiel. Non officiel. Il faut savoir que, de toute façon, il y a toujours eu, et le Mali est un État souverain, une coopération depuis l'indépendance, donc en 1961, entre le Mali et l'Union soviétique à l'époque. Donc, qu'il y ait des relations d'État à État, c'est tout à fait légitime. Mais on voit bien là qu'il y a une ambiguïté très forte entre, d'une part, une coopération militaire qui existe. La Russie a livré notamment des hélicoptères aux forces armées maliennes, et ce groupe qui sert les intérêts de Moscou et qui sert aussi ses intérêts et qui, par ailleurs, se fait payer. Là-dedans, il y a... Pas forcément en argent, en mine aussi ou... L'or, le diamant, là, l'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place et c'est bien toute l'ambiguïté. Avec un autre vrai problème qui a été documenté en République centrafricaine, c'est que le groupe Wagner s'affranchit des règles classiques
de combat. Donc on a des exactions qui ont été documentées en République centrafricaine, et c'est bien le risque qui pourrait se passer donc dans les semaines et mois à venir. Avec la facilité pour Moscou de dire ces exactions. Exactement, puisqu'on tout à fait. ne connaît pas trop. Exactement. Michel Galli, quel est l'intérêt du groupe Wagner à intervenir? L'intérêt, ça fait partie de la zone d'influence russe, du mode d'action parallèle. Je vous rappelle qu'il y en a eu d'autres mercenaires. Par exemple, à l'époque, Bob Denard servait un peu de bras gauche, comme a dit le général, pour les activités françaises en Afrique, Executive Outcomes, etc. Il y en a eu d'autres. Donc, ce qu'il y a de savoureux, c'est que le pouvoir russe dit que c'est une société privée, Wagner, et les Maliens, en ce moment, disent que c'est l'armée russe officielle. Donc, il y a un grand flou, c'est environ 1 millier d'hommes, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 2 ou 3 000 Français de Barkhane, aux 800 hommes de Takuba et 12 000 hommes de la MINUSMA. Avec une différence quand même, alors en dehors du fait que ce soit des mercenaires, mais c'est que eux ne mettent pas de conditions à intervenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord, on intervient, mais à côté vous mettez des élections, vous mettez une démocratie. Eux, c'est l'argent et puis c'est tout. Oui, c'est ça, mais il faut bien dire qu'en même temps, les conditions sont un peu désordres. Je me souviens, on parlait de Hollande à l'époque, il avait dit les élections vont se tenir présidentielles à telle date, de telle manière, et on a adoubé d'ailleurs Ibrahim Bakar Keïta. Donc c'était le danger que j'ai souligné depuis d'ailleurs pratiquement 2013, de mise sous tutelle de l'État. Vous voyez, on était censé reconstruire un État, mais on donnait des ordres, on avait un corps expéditionnaire qui évoluait au-delà des frontières de ces 5 pays sans demander l'autorisation aux autorités élues. Les divers présidents, notamment le président Macron récemment, allaient voir les forces Barkhane sans saluer ou faire semblant d'avoir des relations politiques avec le chef de l'État malien. Donc, disons, ça se discute, c'est l'État malien et sahélien par rapport à l'action française aussi. Est-ce que Niégale Bagayoko, ça montre aussi cette arrivée de Wagner, peut-être une défaite idéologique de la France sur sa vision de voir l'Afrique, peut-être trop ancienne, trop passéiste? En tout cas, je pense que ça met la France face à certaines contradictions de sa diplomatie. Ce qui lui est beaucoup reproché aujourd'hui, c'est le 2 poids 2 mesures dont elle peut faire preuve, particulièrement sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il s'est produit au mois d'avril l'année dernière un événement qui a beaucoup marqué en Afrique et qui continue d'être répété, c'est l'accession au pouvoir à la suite de la mort du président Idriss Déby, d'une junte militaire dirigée par le propre fils du président. Et la France a immédiatement validé, appuyé ce changement inconstitutionnel de pouvoir. Aujourd'hui, la France, de manière extrêmement ferme, rappelle la nécessité de inscrire la transition dans un cadre démocratique et de céder le pouvoir qui a été conquis par les militaires. Ça, c'est une grande difficulté. Donc, une diplomatie qui joue à la fois sur ses intérêts, ce qui n'est absolument pas un problème. Les États n'ont que des intérêts. Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté à le reconnaître. Mais lorsqu'on veut aussi jouer sur l'aspect normatif, sur la question de la gouvernance démocratique, il est, à mon avis, impératif d'être absolument intangible et de respecter les normes et les standards que l'on défend. Autrement, on est pris en défaut par effectivement des puissances qui ne jouent pas sur ces standards-là, alors que c'est une des forces de la diplomatie française, justement, que de défendre cet idéal. Est-ce que cette mise en défaut dont vous parlez a nourri ce sentiment anti-français qui est né au Mali? On a encore une manifestation tout à l'heure à 14h. Oui, je pense que ça a énormément alimenté les critiques à l'égard de la politique étrangère de la France. Je pense qu'il faut vraiment insister sur cet aspect-là. C'est une politique étrangère qui est mise en cause et non pas les Français en tant que tels, de manière individuelle. C'est pas les Français du Mali qui seraient en danger, c'est vraiment la politique française qui est rejetée. Alors,
En tout cas, jusqu'ici, c'est ce à quoi l'on a eu affaire. Maintenant, c'est pour cela que je pense qu'il faut être extrêmement prudent dans la surenchère et dans les attitudes qui sont employées, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a une opinion publique qui est difficilement contrôlable, notamment dans la capitale, hein, mais aussi dans les autres pays alentours, comme on l'a vu à l'occasion des incidents très graves qui ont pris à partie violemment un convoi de l'armée française. Il faut effectivement se méfier. Mais ce sont effectivement, à mon avis, toutes ces ambiguïtés qui se sont ajoutées à un ton perçu comme extrêmement paternaliste, comme beaucoup trop impérieux. Colonialiste encore peut-être Colonialiste, oui, mais enfin, si on regarde les images auxquelles vous faites référence de l'arrivée de François Hollande, il n'y avait pas cette difficulté-là et l'héritage colonial était encore là. Non, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dégradation qui est intervenue à défaut d'une compréhension de deux éléments, notamment le fait qu'on avait des interlocuteurs en face qui n'étaient pas aussi dociles qu'on pouvait s'y attendre. Est-ce que, Général Pellistrandi, ce sentiment anti-français nourri par Wagner et par l'incompréhension française peut profiter aussi aux djihadistes dans la région? Oui, bien entendu, et c'est l'une des difficultés, en particulier dans les semaines et mois à venir, pour le désengagement au Mali. Donc, il y a aussi la nécessité de faire une politique de communication, de compréhension, et c'est aussi, je dirais, l'une des difficultés qui a parcouru toutes ces années, parce que, à la limite, ne serait-ce qu'en France, on voulait peu parler de Barkhane. Et on en parlait, hélas, lorsqu'il y avait les pertes de nos soldats morts ou blessés. Donc, on retrouve cette problématique, effectivement, de notre positionnement politique et diplomatique, avec le fait, il faut quand même le souligner, que pour les pays de la région, est-ce que, après le départ de la France du Mali, auront-ils des interlocuteurs qui ont la même empathie? Je ne suis pas sûr que la Russie ait une forte empathie pour le Mali. Je ne suis pas sûr que la Chine ait une forte empathie pour le Mali. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de recompositions dans lesquelles il va falloir effectivement trouver des solutions de modération. Bon, le résultat de tout ce dont nous parlons, c'est donc l'inexorable retrait français du Mali. Emmanuel Macron l'a annoncé, confirmé, c'était jeudi matin, en ne se privant pas de prononcer quelques mots acerbes à l'encontre du pouvoir en place au Mali. On va l'écouter. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Quels sont, Michel Galli, les objectifs cachés dont parle Emmanuel Macron, sous-entendu de la junte au pouvoir? Oui, bon, évidemment, c'est de jouer la tension, hein, mais je dirais des deux côtés, du côté français et du côté malien, de sorte qu'effectivement, les contingents français, mais aussi donc de Barkhane, mais aussi de Takuba, européens, et peut-être de la MINUSMA, partent. Ceci dit, il va y avoir une sorte de vide sécuritaire qui va aussi sans doute inquiéter le pouvoir malien, qui n'est pas forcément approuvé par toute la société malienne. On a vu à la grande surprise de tout le monde l'imam Dicko la semaine dernière dire que c'est bien que les Français partent pour voir à quel point ils sont indispensables et que c'est le partenaire stratégique. Or, ça a été lui quand même qui a fait, avec la société civile, tomber Ibrahim Boubacar Keïta et quelque part favoriser le changement de régime. Donc, c'est vrai que la tension monte des deux côtés. C'est vrai que Barkhane se heurte non seulement au pouvoir politique malien, mais aussi à la société civile, quelque part. On a rappelé, vous avez rappelé qu'il y a eu ce convoi qui venait d'Abidjan vers Gao. Il y a quand même eu 2 morts et plusieurs dizaines de blessés de manière encore assez mystérieuse. Et les djihadistes qui sont, si je peux dire, en embuscade. Et tout le monde sait, tant le pouvoir politique malien que les djihadistes ou les acteurs civils, connaissent l'échéance présidentielle française. Donc, sans faire de pronostics très pessimistes, je pense qu'on n'a pas fini avec les problèmes sur le plan sécuritaire. C'est pour ça, selon vous, que le pouvoir en place se dit prêt à des échanges bilatéraux sur sa sécurité maintenant? Alors, j'imagine que, comme ils évoquent la MINUSMA, ils incluent la France aussi dedans.
La France, peut-être pas. Takuba, éventuellement. Et la MINUSMA qui ne peut pas partir. Ça, on pourrait parler de la question des délais, parce qu'il y a le scénario à l'Afghan où on détruit tout et puis on évacue les militaires et les quelques civils. Mais c'est peu probable. Il y a aussi cette idée qu'en partant, en s'installant dans le pays à côté, on va peut-être déstabiliser le Niger, le dernier pays où il y a de la région un président démocratiquement élu. Parce qu'ils vont se redéployer, là, les soldats français. Ils vont se redéployer, oui. Alors, il y a deux options principales, effectivement, comme je viens de le dire, dans les pays alentours, au Niger et peut-être au Burkina, où j'analysais la doctrine d'Amiba, le nouveau président, chef d'État, lieutenant-colonel, qui n'est pas si hostile que ça, lui, en tout cas, à l'appui des Occidentaux sur le plan militaire. Ou bien alors la bascule stratégique vers le golfe de Guinée, où on abandonnerait le Sahel. Pour le moment, il n'y en est pas vraiment question. Et on rapatrierait, si je peux dire, les personnels et le matériel vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc. Quand on parle d'échec, parce que forcément c'est ce qui revient dans le débat, cet échec, il serait plus militaire ou diplomatique ou politique, selon vous? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler d'échec militaire en ce sens qu'il y a eu incontestablement des succès obtenus au niveau tactique. Mais on voit très bien que ces succès n'ont jamais été convertis en victoire stratégique, puisque ces mouvements... Sur la durée, en tout cas. Sur la durée ou même immédiatement. C'est-à-dire que les mouvements n'ont cessé de s'enraciner d'une part et de s'étendre géographiquement. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas considérer qu'il y a... Les djihadistes étaient sortis des villes... Alors, quand je parle... de toute façon, les djihadistes ne sont pas présents dans les villes. Les djihadistes sont justement présents dans les zones périphériques et frontalières. Il y a un élément que je voudrais souligner, cela dit. On parle de djihadistes. Aujourd'hui, il faut savoir que les deux principaux mouvements présents, celui affilié à Al-Qaïda et celui affilié à l'État islamique, se combattent extrêmement violemment. Et que l'évolution de la situation va dépendre de ça. Et eux-mêmes n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Et l'un d'entre eux est prêt à entrer en négociation. Il y a eu, la semaine dernière, des discussions à Nouakchott où manifestement les autorités maliennes ont pris contact avec les groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc il est tout à fait possible que l'une des options envisagées par le Mali soit de négocier au moins une trêve. Et là, ça change aussi la façon dont on va pouvoir se réarticuler, pour utiliser l'expression des autorités françaises, le dispositif très à la mode militaire. Comme expression. Oui. Où en sont justement les djihadistes aujourd'hui dans la région ? Alors comme vous l'avez souligné, il y a effectivement cette double nébuleuse, donc affiliée à Al-Qaïda, affiliée à Daesh, avec cette compétition, c'est une vraie compétition qui pose effectivement un problème sécuritaire, et le fait donc qu'il y a la tentation de descendre vers le golfe de Guinée. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé au nord du Bénin, où les gardes forestiers sont tombés dans une embuscade et où un Français a été tué. Et donc il y a cette tentation d'aller... Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que à observer, c'est que ces groupes djihadistes ne cherchent pas à contrôler les villes, parce que contrôler une ville, c'est extrêmement... Ils peuvent pas. C'est extrêmement compliqué. Donc, ils se dispersent, ils sont extrêmement mobiles, et c'est là où on voit d'ailleurs que nos modes d'action avec nos partenaires sahéliens ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est les traquer, c'est l'acquisition du renseignement, et c'est ce travail, d'ailleurs on le voit bien avec le Burkina Faso, plutôt de forces spéciales, donc une empreinte légère, on va frapper, et puis après, on s'en va. Bon. Et donc, il faut poursuivre ce travail, mais qui ne peut être complété que par le retour de l'État. Et c'est bien ça la problématique. Il faut que l'État revienne, mais dans des conditions où les populations locales l'acceptent. Et ça, donc, c'est un problème qui est régional. Et Michel Ghali, ça peut appuyer ce problème. Est-ce que le Mali est isolé désormais dans la région politiquement ? On a vu d'autres chefs d'État africains qui étaient à l'Élysée cette semaine pour notamment dire que ça va provoquer un grand vide, ce départ des Français. Oui, alors du côté du président Macron et de la diplomatie française, il y a une sorte d'habillage qui, avec Ouattara qui intervenait à Abidjan, Macky Sall qui était à l'Élysée, etc., pour faire croire en quelque sorte qu'il s'agit d'une décision collective. Alors sur la question de l'isolement, comme vous savez, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest,
a pris des décisions d'embargo qui sont violées en ce moment par la Guinée-Conakry et la Mauritanie. Et puis, il y a tout un ensemble avec des frontières poreuses, comme on le sait, de commerce informel, qui fait que pour le moment, sur le plan du ravitaillement, par exemple, l'embargo n'est pas du tout efficace. Par contre, au point de vue monétaire, ça commence à poser des problèmes, effectivement, au gouvernement malien. Bon, on suivra en tout cas l'évolution de la situation sur France Info. Il y a cette manifestation dont nous parlions tout à l'heure. Ce sera au Mali à 14h. Merci à tous les trois, Michel Gali, Niagale Bagayoko, Général Jérôme Pellistrandi, d'avoir participé à Arrêt sur l'info. Préoccupation franco-française maintenant, la présidentielle, ça approche avec un gros pouvoir, il faut le dire, donné aux sondages. On va en parler de ces sondages à travers le temps grâce aux archives de la télé. Inattendu, c'est tout de suite, Nathanaël de Rinxan, et on se retrouve juste après.